Pourquoi les ingénieurs allemands ont-ils testé leurs armes les plus secrètes, camouflées sous des appellations agricoles ridicules, en plein cœur du territoire soviétique, chez l'ennemi juré qui allait plus tard les anéantir? Comment une armée autoproclamée d'élite a-t-elle pu envoyer ses soldats au massacre dans des boîtes de métal dont les canons menaçants n'étaient parfois que des rondins de bois peint, une supercherie mortelle, incapable de tirer le moindre projectile? Ceci est le dossier noir d'une gigantesque hallucination industrielle, où l'on a tenté, au mépris des lois de la physique, de transformer 15 tonnes d'acier maladroit en sous-marins de fortune, respirant à travers des tuyaux précaires au fond des fleuves. Nous dévoilons l'anatomie d'un échec bureaucratique sanglant, où l'on préférait débattre de millimètres dans des bureaux feutrés plutôt que de fournir une puissance de feu réelle, transformant le fer de lance de la Wehrmacht en un laboratoire roulant d'erreurs de conception. Découvrez l'histoire grotesque d'un char sur rail qui ne pouvait pas rouler, et la vérité brute sur le Panzerkampfwagen 3, une chronique du bris technologique, de compromis absurdes et de la tentative délirante de remporter une guerre mécanique avec des armes émoussées. Tout a commencé par une farce bureaucratique monumentale le 16 mars 1939, lorsque les restrictions du traité de Versailles furent officiellement déclarées nulles et non avenues. À cet instant précis, la redoutable force blindée allemande n'existait quasiment que dans l'imagination fertile des stratèges, car la réalité matérielle était une insulte à la définition même d'une armée moderne. Pour contourner les interdits des vainqueurs, les ingénieurs allemands avaient travaillé pendant des années, sous la couverture ridicule du développement de tracteurs agricoles, à la conception de machines à tuer, menant ces expériences secrètes de manière absurde sur le territoire même de l'Union soviétique ou en Suède. Alors que le monde croyait que l'Allemagne construisait d'inoffensifs engins de labour, les plans du Panzerkampfwagen 3, camouflés en interne sous le nom de code Zugführerwagen, ou véhicule de chef de section, prenaient forme sur les tables à dessin. L'ironie amère résidait dans le fait que les premières divisions blindées nouvellement formées furent équipées de véhicules qui valaient à peine mieux que des cibles d'exercice armés. Les modèles Panzer 1 et 2, qui n'étaient conçus que pour l'entraînement et la simulation, durent être jetés immédiatement dans la fournaise pour combler le vide béant laissé par l'absence totale de véritables chars de combat moyens. On simulait la puissance militaire avec des caisses en tôle aux parois fines, tandis que le véritable espoir des troupes, le Panzer III, balbutiait encore, tourmenté par les exigences contradictoires et parfois grotesques de l'administration militaire. Les commandants au front réclamaient à corps et à cri un canon de 50 mm pour avoir la moindre chance contre le blindage ennemi, mais le bureau de l'armement, dans un accès de parcimonie et de confort logistique, s'obstinait à imposer un minuscule canon anti-char de 37 mm. La justification était aussi banale que bureaucratique. On voulait simplement uniformiser les munitions avec les canons tractés de l'infanterie déjà existants. Peu importe si cela sabotait d'emblée la valeur combative du nouveau char. C'est ainsi que fut conçu un colosse de 15 tonnes, dont l'armement principal était à peine plus puissant que celui d'une pièce d'artillerie légère, stérilisant le potentiel de la machine avant même qu'elle ne quitte l'usine. Simultanément, les concepteurs de Daimler-Benz se débattaient avec des limites de poids bizarres de 24 tonnes maximum, dictées non pas par les lois de la physique ou les nécessités tactiques, mais simplement par la charge admissible des vieux ponts routiers. Cela conduisit à une série de développements aux allures grotesques, avec des premiers prototypes où l'on tentait désespérément de monter un châssis fonctionnel sous ce bloc d'acier. La toute première version, l'Ausführung A, n'était au fond rien de plus qu'un tracteur blindé monté sur 5 énormes galets de roulement avec une suspension à ressort hélicoïdaux primitive qui faisait tanguer dangereusement le véhicule à la moindre bosse, secouant l'équipage à l'intérieur comme dans un shaker. La puissance moteur de seulement 250 chevaux
suffisait à peine pour propulser ce bloc d'acier à 30 km par heure, donnant à l'idée ambitieuse d'une guerre éclair l'apparence réelle d'un pénible film passé au ralenti. Cependant, le fiasco des premiers prototypes n'a nullement dissuadé les ingénieurs allemands de répéter la même erreur fondamentale à travers de nouvelles variantes tout aussi inaptes, au lieu de rejeter immédiatement un concept vicié. Dans un gaspillage de ressources et de temps sans précédent, une série entière de micro-séries a vu le jour, ne servant en interne que de laboratoire roulant, car il était évident que personne ne savait comment stabiliser ce colosse d'acier de 15 tonnes sur un terrain accidenté. Avec l'Ausführung B, on abandonna les grandes roues du prédécesseur pour monter 8 minuscules galets de roulement par côté, regroupés par paires sur des bogies et amortis par de fragiles ressorts à lame, ce qui augmenta inutilement le poids total de 500 kg, sans améliorer de manière significative la mobilité tout-terrain. L'obsession des concepteurs ne connaissant aucune limite, les versions C et D suivirent, sur lesquelles on se contenta de modifier minimement la suspension des ressorts à lame et le positionnement des amortisseurs, comme si l'on essayait de rendre ronde une roue carrée simplement en la polissant. Ce n'est qu'avec l'Ausführung E et l'intervention décisive de Ferdinand Porsche que la percée technique tant attendue fut réalisée, en remplaçant enfin les ressorts à lames archaïques par une suspension à barre de torsion sophistiquée reposant sur 6 galets indépendants, offrant enfin au véhicule la stabilité requise. Parallèlement à ce chaos pluriannuel concernant le châssis, on s'offrit le luxe d'une technologie de propulsion totalement surdimensionnée en équipant le char de la boîte de vitesse Maybach Variorex, un monstre technique doté de 10 rapports avant et d'une marche arrière, dont la complexité était sans aucun rapport raisonnable avec l'utilité militaire. Alors que le blindé pouvait désormais théoriquement atteindre 40 km par heure, l'armement restait le sujet d'inquiétude majeure, car le minuscule canon de 37 mm semblait presque une mauvaise blague sur ce véhicule dont la masse avait grimpé à 20 tonnes. La seule lueur stratégique dans cette chaîne de décisions erronées fut un rare compromis concernant la couronne de tourelle, dont le diamètre de 1520 mm avait été calculé assez généreusement pour accueillir théoriquement une arme plus lourde. Cela n'était cependant pas dû à une sage prévoyance, mais plutôt à la querelle interne permanente entre les inspecteurs de l'artillerie et les troupes blindées, ce qui aboutit à préparer les tourelles pour de plus gros canons, tout en continuant pour l'instant à les équiper de ces faibles heurtoirs de porte. C'est ainsi que sortit finalement des chaînes de montage un véhicule technologiquement ultra complexe, dont le moteur sophistiqué et la transmission futuriste entraient en contradiction flagrante avec une puissance de feu presque risible, prêt pour une guerre qui ne ferait aucun cas des jouets d'ingénieurs. Lorsque les chaînes touchèrent enfin le sol des champs de bataille, un paradoxe bizarre se révéla, car d'un point de vue purement mathématique, ces boîtes de conserve au blindage léger n'auraient dû avoir aucune chance face aux mastodontes d'acier des Alliés. Les colosses français comme le char B1 bis ou le Somua S-35 disposaient d'un blindage bien plus épais et de canons plus lourds, mais ils échouèrent grandiosement à cause d'un détail organisationnel banal que les concepteurs allemands, de manière presque atypique pour leur fixation habituelle sur la technique pure, avaient placé au centre de leurs préoccupations. Le secret de ce succès inattendu ne résidait pas dans la dureté de l'acier, mais dans le nombre pur d'occupants, car tandis que le commandant français, coincé dans sa tourelle monoplace exiguë, devait jongler comme un artiste de cirque totalement dépassé, devant charger, viser, commander et observer l'environnement simultanément, 5 membres d'équipage spécialisés siégeaient dans le ventre du Panzerkampfwagen III. Cette division du travail était révolutionnaire et compensait largement le déficit technique du canon. Puisque le tireur se concentrait uniquement sur la cible, le chargeur ne s'occupait que des munitions, et le commandant, trônant dans sa coupole,
gardaient une vue d'ensemble sur le chaos sans avoir à se salir les mains. À ce luxe de personnel presque indécent s'ajoutait un autre facteur décisif qui faisait passer les armées adverses pour des géants sourds, l'équipement systématique de chaque char en appareil radio. Alors que les commandants de chars alliés en étaient souvent réduits à agiter frénétiquement des drapeaux colorés par l'écoutille pour envoyer des signaux visuels à leurs camarades, l'équipage du Panzer III communiquait via des interphones internes et se coordonnait avec les autres véhicules grâce à des systèmes radio à haute efficacité. Cela transformait les véhicules des versions F et G, qui arrivaient enfin en quantité significative sur le front, en une meute de loups hautement réactive qui surclassait simplement sa proie, techniquement supérieure par la manœuvre. L'Ausführung G apporta certes un blindage arrière renforcé et une nouvelle coupole de commandant dotée de 5 blocs de vision, améliorant encore la visibilité. Mais même ces mises à jour ne pouvaient masquer le fait que l'on se battait fondamentalement avec une épée émoussée. Le triomphe à travers l'Europe de l'Ouest reposait donc sur le fait grotesque qu'un groupe de bureaucrates bien connectés dans un véhicule techniquement médiocre s'avérait plus efficace qu'un héros solitaire dans une forteresse indestructible. Mais cette chance allait bientôt tourner au moment où les navires étaient chargés pour la traversée vers l'Afrique. À peine le sable du désert de Tripoli avait-il effleuré les chenilles de la 5e division légère, débarquée en mars 1941, que les techniciens réalisèrent avec douleur que la mécanique de précision allemande et le sable fin formaient une combinaison absolument catastrophique. Pour éviter que les fragiles moteurs Maybach de 12 cylindres ne rendent l'âme prématurément dans une agonie mécanique, il fallut équiper les véhicules en toute hâte de kits tropicaux spéciaux, dont les filtres à air monstrueux et les systèmes de refroidissement élargis donnaient aux chars l'apparence grotesque d'un conduit de ventilation roulant. Pourtant, toutes ces adaptations mécaniques ne parvenaient pas à dissimuler l'impuissance tactique qui se révéla lorsque les unités allemandes se heurtèrent devant Tobrouk aux chars d'infanterie britanniques de type Matilda, dont le blindage épais faisait ricocher les projectiles allemands avec un mépris presque insultant. Il y avait une sorte de tragédie comique à voir le char de combat principal de la Wehrmacht réduit, dans ce scénario, à jouer les appâts agiles pour attirer les unités britanniques devant les gueules des canons anti-aériens lourds de 88 mm, faute d'un armement de bord réellement efficace. La situation s'aggrava dramatiquement lorsque les Alliés commencèrent à déployer des chars américains de type Grant, face auxquels le Panzerkampfwagen III ressemblait à un simple jouet, même à très courte distance, tant qu'il n'était pas équipé du canon long de 50 mm, arrivé bien trop tardivement, tandis que les équipages tentaient désespérément de maintenir leurs véhicules inférieurs en vie par un mouvement perpétuel. Un coffre à bagages en bois fixé à l'arrière de la tourelle, surnommé la caisse de Rommel, devint le signe distinctif le plus marquant de cette époque, symbolisant le fait que l'on disposait de beaucoup d'espace de rangement personnel, mais de bien trop peu de puissance de feu. Cet art de l'improvisation dans la fournaise nord-africaine n'était pourtant qu'un prélude timide comparé au choc stratégique qui attendait les planificateurs allemands lorsqu'ils reçurent l'ordre fatal de diriger leurs engins chenillés vers les étendues infinies de l'Est. Lorsque la Wehrmacht franchit la frontière de l'Union soviétique en juin 1941, les équipages du Panzerkampfwagen III subirent un réveil technique brutal, pulvérisant instantanément tous les jeux de guerre théoriques de l'entre-deux-guerres. Soudain, les unités allemandes se retrouvèrent face aux colosses soviétiques T-34 et KV-1, contre le blindage incliné desquels les munitions standards allemandes s'écrasaient sans effet, comme des petits pois sur un mur de béton, déclenchant une spirale de panique technologique. C'était une véritable déclaration de faillite technique que de constater que le canon court de 50 mm, d'une longueur de 42 calibres, ne pouvait menacer l'adversaire qu'à des distances suicidaires de moins de 300 mètres, alors que les pièces russes de 76 mm cueillaient les blindés allemands bien avant qu'ils ne soient à portée de tir.
Dans un accès d'hystérie presque prophétique, la direction politique avait exigé bien plus tôt l'installation du canon plus performant de 60 calibres, mais les ingénieurs avaient ignoré cet ordre pendant des mois, prétextant avec une inertie bureaucratique un manque de place dans la tourelle, ce qui s'avéra être une erreur fatale. Sous la pression colossale de la réalité du front, on tenta désespérément de rattraper le temps perdu en installant enfin le canon long sur la version J, ce qui eut toutefois l'effet absurde de réduire la dotation en munitions de 99 à 84 obus, les projectiles étant physiquement plus encombrants. Mais même cette mesure n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan, c'est pourquoi, sur les modèles suivants, L et M, on entreprit de décorer le véhicule comme un sapin de Noël avec des couches d'acier supplémentaires. On monta des plaques de blindage espacées de 20 mm sur le front de la tourelle et on installa des jupes latérales, les fameuses Schürzen, pour tenter d'atténuer l'effet des charges creuses et des fusils anti-chars. Le résultat fut un châssis désespérément surchargé qui, conçu à l'origine pour 15 tonnes, gémissait désormais sous un poids dépassant les 22 tonnes, marquant ainsi la fin de toute évolution technique possible, car le moindre boulon supplémentaire aurait transformé ce chasseur autrefois mobile en un bunker immobile et inerte. Puisque le châssis avait atteint ses limites techniques absolues et ne pouvait plus supporter ni armement plus lourd, ni blindage supplémentaire sans s'effondrer sous son propre poids, une phase de métamorphose bizarre commença, où l'on tenta désespérément d'insuffler une nouvelle vie à un concept moribond. Le résultat le plus curieux de cette crise d'identité fut sans doute le Tauchpanzer, une construction qui tenait plus des fantaisies de Jules Verne que d'une arme rationnelle, le véhicule étant scellé hermétiquement par des joints en caoutchouc qui pouvaient être éjectés de l'intérieur par des détonateurs électriques en cas d'urgence. L'alimentation en air du moteur et de l'équipage s'effectuait par un tuyau grotesque de 17 mètres de long, maintenu à la surface par une bouée, tandis que le char rampait aveuglément sur le lit des rivières, guidé uniquement par des ordres radio et un gyrocompas. Initialement conçu pour l'invasion de la Grande-Bretagne qui n'eut jamais lieu, cette expérience coûteuse se termina par une banale traversée du fleuve Boug au début de la campagne de l'Est, où cette technologie de plongée complexe ne servit finalement qu'à économiser la construction d'un pont. Non moins aventureuse fut la tentative de la firme Saurer de transformer le véhicule en draisine ferroviaire, en montant le char sur des roues de chemin de fer pour traquer les partisans le long des voies. Ce projet échoua lamentablement en raison de la complexité excessive de la transmission de puissance aux roues ferroviaires et de la simple constatation qu'un train blindé ordinaire accomplissait cette tâche bien plus efficacement, reléguant le char Railroute au rang de prototype oublié. Plus réussi, bien que constituant un aveu d'échec flagrant, fut la transformation en version N, qui représentait essentiellement une mesure de recyclage à grande échelle. On greffa simplement les canons courts de 75 mm, devenus obsolètes après le réarmement du Panzer IV dans les tourelles du Panzer III. Dès lors, l'ancien char de combat principal fut définitivement dégradé au rang de simple porteur d'eau, sa mission n'étant plus le duel contre les blindés ennemis, mais le soutien de l'infanterie ou la protection des bataillons de tigres contre les cibles secondaires. Le sommet de l'absurdité fut toutefois atteint avec les véhicules d'observation d'artillerie, où le canon principal était totalement supprimé et remplacé par une imitation en bois et une mitrailleuse, plaçant l'équipage dans un engin à l'apparence menaçante, mais dont l'unique protection résidait dans l'espoir que l'ennemi ne démasque pas la supercherie du faux tube. Le dénouement inévitable de ce drame technique s'est joué en juillet 1943 dans la poussière incandescente de l'arc de Kursk, où le Panzerkampfwagen III fit sa dernière grande apparition en tant que protagoniste présumé, alors qu'il n'était plus depuis longtemps qu'un simple figurant. Il n'était pas dénué d'une certaine tragédie de constater que, lors de la plus grande bataille de chars de l'histoire,
Dominée par de nouveaux géants comme le Panthère et le Tigre, près de la moitié de la flotte blindée allemande se composait encore de ces modèles archaïques, servant là-bas de cibles mobiles et agiles pour l'artillerie soviétique. Les statistiques de perte de cette opération parlèrent d'elles-mêmes. Au cours des seuls mois de juillet et août, 385 de ces véhicules furent intégralement pulvérisés, fournissant la preuve définitive que le concept de mobilité légère avait échoué face à une guerre de puissance de feu massive. À la fin de l'année 1943, le total des pertes sèches s'élevait au chiffre effarant de 2719 exemplaires, ce qui conduisit enfin à l'arrêt définitif de la production du char de combat linéaire, les autorités admettant qu'aucune modification, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourrait plus sauver ce châssis. Les unités survivantes furent alors reléguées dans une sorte de débarras militaire vers des théâtres d'opérations de second ordre, comme les Balkans ou la Norvège, où elles pouvaient encore exercer une certaine influence contre des partisans dépourvus d'équipements lourds, ou terminèrent leur carrière comme purs véhicules d'instruction pour apprendre aux jeunes recrues les rudiments de la conduite. Une dernière ironie amère se révéla dans les statistiques de mars 1945. Si les registres de la Wehrmacht mentionnaient encore des centaines de ces véhicules dans divers inventaires, il n'existait plus, sur le front décisif de l'Est, aucune unité opérationnelle réelle, l'ancien fleuron de la stratégie de la guerre éclair, ayant été depuis longtemps recyclé en ferraille. En dressant le bilan de cette lutte pluriannuelle pour la supériorité technique, le chiffre de 4706 Panzerkampfwagen, 3 perdus sans retour, demeure comme un témoignage cinglant, prouvant que même l'ingénierie allemande la plus précise reste inutile lorsque le concept de base consiste à se lancer dans un combat de poids lourd avec un tracteur déguisé.